personnellement, donc effectivement, j'ai co-rapporté avec Jean-François Pillard, l'ancien président de l'UEMM, aujourd'hui personnalité qualifiée au CESE, sur cet avis. Deux, trois mots de contexte quand même, parce qu'on peut s'interroger pourquoi un avis du CESE, troisième Assemblée de la République, sur les discriminations syndicales, en particulier dans la période actuelle avec ces questions d'ordonnance, etc. Bon, c'est vrai que c'est intéressant de savoir que c'est assez singulier cette histoire d'avis sur les discriminations syndicales au CESE, puisque en fait, pour comprendre d'où vient cet avis, il faut remonter à début 2016, puisqu'au début 2016, on avait été saisi, donc le CESE, par Manuel Valls, alors Premier ministre, au moment où le débat s'engageait sur les lois El Khomri, et donc où il s'apprêtait à utiliser son 49.3, on avait été saisi, chose curieuse, sur un thème. Il nous demandait de travailler sur le thème de comment développer la culture du dialogue social. Ça éclaire peut-être d'ailleurs un peu du débat que vous avez tout de suite, parce que la conception qu'il avait, lui, du dialogue social est assez singulière, hein, puisqu'il nous demandait de plancher sur le sujet, et parallèlement, il s'apprêtait à passer les lois El Khomri via le 49.3. Bon, peut-être que ça éclaire un peu du débat que vous avez eu tout à l'heure. On avait donc planché, puisque lorsqu'on est saisi par le Premier ministre, comme c'est régulièrement le cas, on est tenu évidemment de travailler sur le sujet. Et le travail qu'on avait fait avait débouché sur un certain nombre de recommandations, dont Myriam El Khomri avait été quand même d'une certaine manière contrainte d'en reprendre quelques-unes dans la loi El Khomri. Et en particulier une recommandation qui consistait à demander que le gouvernement rédige un rapport sur les discriminations syndicales à l'intention de l'Assemblée nationale. Et ça a été intégré dans la loi El Khomri, c'est l'article 30 des lois El Khomri, si vous regardez les textes en question. Évidemment, la réalisation de ce rapport a interrogé autour de qui le fait, comment, à partir de quelle base, etc. Et le défenseur des droits Toubon, qui était particulièrement concerné normalement par la réalisation de ce rapport, a tout de suite pris contact avec le CESE en disant « Attendez, j'ai bien vu ce que l'article 30 de la loi travail, mais moi je ne sais pas faire. Il va donc falloir peut-être que le CESE m'éclaire sur ce qu'il attend d'un rapport de ce type-là. » Et en fait, c'est comme ça finalement que l'avis sur les discriminations syndicales est né, puisque Bernasconi, le président du CESE, a pris appui sur cette demande du défenseur des droits pour constituer un partenariat avec le défenseur des droits avec un premier travail autour du thème des discriminations syndicales. Donc cet avis, c'est un avis qui est partagé entre le CESE et le défenseur des droits. Bon, cet avis, au-delà du fait qu'il est quand même, il a été adopté à l'unanimité. J'y insiste parce que c'est quand même peu fréquent au CESE qu'un avis soit adopté à l'unanimité, mais en plus, sur les discriminations syndicales, voté par l'ensemble des représentants employeurs, par l'ensemble des représentants du mouvement associatif, etc., c'est quand même pas rien. Et c'est d'ailleurs une force, je peux vous le dire, puisque on rencontre actuellement beaucoup de monde pour essayer de faire entrer dans l'avis les recommandations qui sont dans l'avis. Et à chaque fois, on nous dit votre avis, il a quand même été voté à l'unanimité. Donc, un avis qui a une certaine force, c'est d'ailleurs la première fois que la question des discriminations syndicales a fait l'objet d'un débat en séance plénière dans une Assemblée de la République. Il n'y a pas de précédent. Je pense que tous ces éléments-là sont importants à prendre en compte. Par contre, je précise en même temps, cet avis, il n'a pas été écrit
pour construire les ordonnances en question. Je rappelle, la décision, elle vient de mai 2016, et donc, à l'époque, Macron, je ne sais même pas s'il était candidat, je ne me rappelle pas exactement, en tout cas, il n'était pas président de la République, et on ne parlait pas d'ordonnance sur les questions du Code du travail. C'est important de le dire parce que, si vous voulez, évidemment, dans la mesure où, on va y revenir tout à l'heure, mais dans cet avis, on traite de la nécessité de valoriser le fait syndical, de lutter contre les discriminations syndicales, on voit bien qu'il y a des points de rencontre aujourd'hui entre l'avis du CESE et les fameuses ordonnances. Et je ne vous cache pas que, accessoirement, je dois jongler assez régulièrement avec Jean-François Pillard sur le rôle des uns et des autres, parce que vous avez vu que Jean-François Pillard, aujourd'hui, il est nommé sur une mission qui vise à suivre la mise en œuvre des ordonnances, alors qu'en même temps, il est rapporteur avec moi sur l'avis sur les discriminations syndicales au CESE. Donc, on essaye de bien faire attention à assumer chacun notre rôle dans cette affaire-là et à ne pas mélanger les casquettes. Donc, voilà pour le contexte en tout cas. Alors, sur les lignes directrices, comment on l'a construit cet avis? D'abord, il est important de bien voir qu'on a cherché à investir sur ce sujet des discriminations syndicales le champ du travail privé et public. C'est le champ du travail, rien que le champ du travail. On a eu des demandes d'étudiants, par exemple, qui nous demandaient d'investir le champ des discriminations syndicales pour les militants dans le monde universitaire, dans le monde étudiant. On est resté sur le champ du travail. Mais champ privé et champ public, avec une conclusion claire, c'est que les discriminations syndicales, si ça existe effectivement dans le domaine privé, c'est aussi une réalité forte du domaine public. Et donc, c'est une des conclusions importantes de cet avis. Autre aspect important dans la construction de cet avis, on a cherché surtout à être très factuel. Vous doutez bien que sur un sujet comme celui-là, qui fait encore quand même l'objet de beaucoup de déni, voire de non-dits, il était important de chercher à factualiser ces questions-là. C'est vrai que ça n'a pas été facile, j'y reviendrai, mais à partir des auditions qu'on a pu réaliser, travail d'enquête, etc., on a pu sortir une conclusion, c'est que la discrimination syndicale, c'est une réalité française dont tout le monde doit accepter qu'elle existe. Dans un pays où on parle beaucoup de liberté, où on est souvent montré en exemple, bien, la question des discriminations syndicales, c'est une réalité, et je rappelle que ça fait l'objet d'un constat unanime de l'Assemblée. Je dis comme ça, d'ailleurs, c'est une réalité, pas seulement pour les élus et mandatés, par rapport au débat que vous avez, mais aussi pour l'ensemble des syndiqués. C'est-à-dire que c'est le combat de la syndicalisation qui est en cause. C'est pas seulement la question des militants, des élus et mandatés. C'est bien le fait syndical qui est combattu, en fait. On l'a bien vu dans des tas d'exemples et dans des tas d'auditions de militants qu'on a pu faire venir au CESE. L'autre aspect important dans la construction de notre avis, c'est qu'on n'a pas cherché à traiter la discrimination en soi. Ça aurait pu, ça pouvait être une option. Mais on a bien cherché à la traiter comme étant un frein à lever pour permettre le fameux dialogue social. Moi, je préfère parler de négociation sociale, mais en l'occurrence là, on parle effectivement de dialogue social. Donc frein comme frein à lever pour permettre aux interlocuteurs de négocier.
Enfin, dernier élément dans la construction de la vie, on a vraiment cherché à privilégier l'approche prévention du sujet. Bien sûr, l'approche répression est traitée, sanction, en soi, elle le méritait à elle seule, mais on a vraiment essayé de travailler très fortement la question de la prévention. Alors sur le contenu de la vie, bon, dire qu'il y a trois aspects. Il y a l'aspect juridique, vous en avez parlé, mais ce que sort la vie, c'est qu'on peut dire qu'en France, on a quand même un cadre réglementaire qui est solide. La question qui se pose, c'est plus l'effectivité du droit que la question de créer de nouveaux droits, même si il y a des questions qui restent posées. Mais effectivement, la question de l'effectivité dans les entreprises, les branches et au plan national est posée. Et évidemment, la question de la politique pénale est également fortement posée, notamment la question de l'application du principe des règles européennes, puisque j'y reviendrai tout à l'heure, mais on voit bien qu'en France, j'allais dire, on joue plutôt petit bras dans le domaine des sanctions, alors que le droit européen nous incite à aller beaucoup plus loin. L'autre aspect, c'est la question des statistiques. Pour être factuel, il faut avoir des éléments. Avoir des éléments en France sur les discriminations syndicales, c'est compliqué. Alors effectivement, il y a quelques données. Le défenseur des droits nous a communiqué un certain nombre d'éléments. Les syndicats qu'on a interrogés, on a fait une enquête auprès de toutes les confédérations syndicales. La justice, qui nous donne d'ailleurs très peu d'éléments dans le domaine, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a peu de procédures, notamment au niveau du plan pénal. Et donc, mais on a pu récupérer un certain nombre d'éléments, mais ce qu'on peut tirer du travail qu'on a fait, c'est que s'il y a effectivement un sentiment, je dirais plutôt diffus, de la réalité de la discrimination syndicale en France, on voit bien que notre pays est loin de repérer correctement les discriminations syndicales et d'outiller les analyses pour pouvoir aller de l'avant sur ce sujet-là. Il y a une vraie méconnaissance, une certaine méconnaissance de la réalité des discriminations dans notre pays. Et puis, évidemment, on a traité la dimension sociale. Bon, je ne vais pas revenir sur le débat de tout à l'heure, mais ce qui est certain, ce que ressort de la vie, c'est que l'engagement syndical reste stigmatisé dans l'entreprise et hors de l'entreprise d'ailleurs, mais aussi dans les administrations, j'en ai parlé tout à l'heure. La prise de responsabilité finalement n'est pas valorisée, elle est même plutôt combattue, alors que je rappelle que le principe c'est de se mettre au service de l'autre dans le cadre de la mise en œuvre d'une liberté fondamentale, liberté des droits de l'homme, à savoir le droit syndical. Et tout l'enjeu, donc au fond, c'est ce qui sort de la vie, réside dans la reconnaissance des acteurs, donc comment on va faire évoluer cette reconnaissance des acteurs et du fait syndical. Alors j'en viens aux préconisations telles qu'elles ont été faites. Alors évidemment, je ne vais pas toutes les citer, on n'aurait pas le temps, on pourra peut-être y revenir dans le débat. Il y a trois axes de recommandations qui sont faites. Le premier, c'est effectivement donc comment on fait pour repérer les discriminations syndicales dans notre pays. On voit bien qu'il n'y a pas d'appareil statistique efficace, donc il y a là des recommandations qui sont faites pour améliorer les choses. Et aussi bien d'ailleurs dans le privé que dans le public. Quand on est allé à la DGAFP, on n'a eu aucun élément parce qu'eux-mêmes nous disent ne pas en disposer. J'insisterai sur une recommandation qui est faite, c'est la recommandation 5
en accord d'ailleurs avec le défenseur des droits qui soutient totalement cette recommandation, c'est de revenir sur cette question du rapport. Alors, on propose que dorénavant, pour clarifier les choses, donc le fameux article 30 existant, on propose de le retravailler et de modifier la loi dans ce point de vue pour qu'on ait un rapport triennal qui soit sur le thème des discriminations syndicales et qui soit réalisé par le gouvernement, charge à lui de voir quel service il mobilise, à l'intention de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un débat tous les 3 ans, donc sur la réalité de la discrimination syndicale. Ça nous paraît important, pas seulement pour qu'il y ait un débat, mais le fait d'obliger à la réalisation de ce rapport va obliger derrière un certain nombre d'initiatives pour que statistiquement, effectivement, on s'outille. On pense au CNIS, Sibéras est dans le coup, je ne sais pas qui parlait de Sibéras tout à l'heure, il est dans le coup puisqu'il est président d'une commission là-dessus. Mais on pense que le fait d'obliger ça va amener d'autres initiatives dans ce domaine-là. En tout cas, il faut absolument qu'on avance là-dessus. Et puis, en matière de repérage, il y a un élément qui nous semble fondamental, c'est la recommandation 22, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on fasse évoluer les textes pour que les organisations syndicales dans les entreprises et l'administration puissent disposer des éléments nécessaires en toute transparence qui leur permettent réellement, y compris à titre préventif, de voir comment évoluent les cadres syndicaux. Alors, vous savez que la loi, elle existe. Aujourd'hui, un militant syndical qui s'interroge sur son déroulement de carrière, il peut très bien faire, le délégué du personnel peut faire une demande à l'employeur de fournir les éléments. Si l'employeur ne le donne pas, c'est le conseil des prud'hommes en référé. Voilà, il y a en droit des possibilités. Enfin, on pense qu'on doit pouvoir améliorer largement ça en obligeant une forme de transparence. Alors, soit dans le cadre du bilan social, soit dans le cadre de la BDES. Avec le problème qu'on a maintenant de la BDES, vous avez vu que dans les ordonnances, ils ont intégré l'idée que maintenant le contenu de la BDES pourrait être défini entreprise par entreprise. Donc ça pose un problème. Et moi, ça m'amène plutôt à dire, dorénavant, bilan social, puisque ça paraît être un outil. Je rappelle que cette proposition est une proposition, je parlais de Sibéras tout à l'heure, mais le groupe Sibéras, dans lequel toutes les organisations syndicales siégeaient, avait, de manière intersyndicale, porté cette exigence. Elle avait été retenue, hein, mais malheureusement, dans les faits, elle n'a jamais été concrétisée par les ministres de l'époque. Alors, en matière de sanctions, de lutte contre les discriminations et de réparation des préjudices, bon, on a fait un certain nombre de recommandations. La première, la principale, je dirais, c'est effectivement de s'assurer du respect du principe européen de manière à ce que les sanctions soient bien proportionnées, effectives et dissuasives. C'est ce que dit le droit européen. C'est ce qui fait d'ailleurs, entre parenthèses, que dans les ordonnances, ils n'ont pas pu plafonner le montant des indemnités prud'homales. Hein. Ils l'ont fait pour d'autres domaines, mais pour le domaine des discriminations syndicales, ils ne pouvaient pas le faire, puisque le faire, ça aurait été s'opposer au droit européen. Donc, dans le domaine du droit européen, il n'y a pas de limite, hein, et y compris le préjudice de santé, le préjudice moral, etc., c'était évoqué ce matin, hein, doit être pris en compte. Or, aujourd'hui, dans les tribunaux, quand il y a condamnation, ces domaines-là ne sont pas pris en compte. Donc il faut vraiment qu'on avance là-dessus. Vous savez peut-être que le garde des Sceaux fait chaque année un rapport sur le fonctionnement de la justice. On a demandé que dans le cadre de ce rapport, du rapport de l'année prochaine, il y ait une part particulière qui soit réservée à la question du message adressé à l'ensemble de la justice en matière de traitement des discriminations syndicales. Bon, je passe sur les actions de testing qui pourraient être faites dans le domaine pour mieux repérer les discriminations syndicales.
Enfin, concernant les questions de prévention. Alors, concernant les questions de prévention, j'insisterai surtout, il y a beaucoup de recommandations, mais il y a une recommandation qui m'apparaît importante, c'est donc la question de la valorisation du fait syndical, donc, dont je disais qu'il était encore contesté au fond et stigmatisé. Bon, ce qu'il faut, alors concernant le parcours des militants, sur le débat que vous aviez tout à l'heure, on a essayé de construire des propositions qui permettent de prendre en compte tous les problèmes qui se posent à un militant. Je rappelle, en passant, parce que le militant, aujourd'hui en France, dans sa très grande majorité, c'est pas un permanent. Il faut arrêter de parler des permanents. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème pour les permanents. Au CESE, on n'a pas traité la question avec le regard permanent. La grande majorité, c'est le militant DP qui a 20 heures, ou le militant CHSCT qui a 20 heures et qui, parallèlement, continue son activité professionnelle. C'est de ça qu'il faut qu'on parle, parce que c'est surtout là-dessus que les problèmes se posent, même s'il y a des problèmes pour, évidemment, les permanents syndicaux. Nous, notre approche, elle est tous les militants et prenant en compte ce qu'est la situation de la majorité des militants. Nous, il nous semble que, si vous voulez, nos recommandations, elles sont construites autour de l'idée que tout élu, quel que soit le niveau de son mandat, il est 20 heures ou 30 ou 40 par mois, tout élu, au moment où il est élu, il doit pouvoir, sur la base du volontariat, c'est pas ce que propose Simon Poli, hein, dans ses recos, il propose que ça soit obligatoire. Nous propose que sur la base du volontariat, tout élu puisse avoir un entretien de début de mandat, quelle que soit la dimension de son entreprise, quel que soit son niveau d'investissement syndical. Parce qu'une des premières questions qui se pose pour le militant, c'est comment je fais pour à la fois assumer mon mandat correctement et assumer mon boulot correctement. Et bien souvent, les problèmes qui se posent, c'est assumer mon boulot correctement parce que j'ai un mandat, je suis mis en cause par ma hiérarchie de terrain. N'oublions pas qu'aujourd'hui, hein, il y a des objectifs de production. Hein, donc la performance, la hiérarchie de terrain ne supporte pas, d'une manière générale, que le militant soit parti ailleurs, parce que pendant ce temps-là, sa performance, elle en prend un coup. Hein. Donc, si vous voulez prendre en compte que tout militant, dès le départ, puisse avoir sur le volontariat un entretien de début de mandat. Ensuite, on a l'entretien professionnel, c'est l'ANI quand même. L'entretien professionnel, il s'applique dans le public comme dans le privé, je le rappelle. L'entretien professionnel, il a vocation, tous les 2 ans, à traiter des questions de formation professionnelle, de validation de l'expérience professionnelle et de la promotion, je rappelle. Parce que derrière, vous vous rappelez, il y a des sanctions sur le CPF, etc. Donc nous, on a dit clairement que derrière l'entretien de début de mandat, il n'y a pas besoin d'aller inventer quelque chose. Il faut que l'entretien professionnel soit proposé par l'entreprise aux militants comme à tout salarié, y compris s'il est permanent dans une confédération. Il y va ou il y va pas, le militant, mais il lui est proposé. Et on sait que dans la fonction publique, on a des problèmes là-dessus. Parce qu'on a beaucoup de militants qui sont dans les confédérations et qui n'ont plus de relation avec leur administration. Si l'administration a proposé tous les 2 ans l'entretien professionnel, le militant, il y va ou il y va pas, mais il existe toujours, il est toujours salarié de l'administration. Cet entretien, il doit permettre de discuter de tous ces aspects. Promotion, formation professionnelle, validation des acquis de l'expérience, reprise de travail éventuelle. On n'attend pas l'entretien de fin de mandat pour discuter de la reprise de l'activité professionnelle. Donc pour nous, il y a une continuité, il y a une cohérence dans la construction de cette affaire-là. C'est les recommandations 12, 13, 14, je passe sur le détail, mais ça nous apparaît très important. On n'est pas parti là-dessus, hein, dans les ordonnances, vous avez vu. Nous, on va rencontrer Simon Poli et Gâteau, puisqu'ils sont chargés de travailler là, dans une mission sur la mise en œuvre concrète des recommandations du CESE
et des ordonnances. Leur mission, elle n'est pas que sur les ordonnances, elle est aussi sur les recommandations du CESE. On va les rencontrer et on va rediscuter de ça avec eux. Après, il y a la question de la sensibilisation, de la formation, je dirais de l'éducation du citoyen. Ça, c'est un vrai sujet. Dès l'école, le dialogue social, enfin, on n'en parle pas aujourd'hui dans l'éducation. Et donc, à un moment donné, il faut intégrer ces questions-là dans la formation, dans l'éducation des citoyens, dès l'école, l'université, mais il faut aussi former l'encadrement dans les entreprises et dans les administrations. Ça a été évoqué tout à l'heure, il y avait le débat, mais oui, il y a un vrai sujet de formation de l'encadrement et notamment de la hiérarchie de terrain. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Et puis, dernière chose sur laquelle j'insisterai, il y a la question des négociations dans les branches. Il faut à un moment donné que dans les branches, il y ait des discussions, des négociations sur des accords autour du droit syndical, de manière qui permettent non seulement la reconnaissance du droit syndical, mais aussi la dotation de moyens réels, concrets, parce qu'il nous semble que c'est à ce niveau-là que les questions doivent se régler, et non pas évidemment au niveau des petites entreprises, et une par une, voilà. Donc, plusieurs recommandations, je vous renvoie sur l'avis pour regarder les autres. Maintenant, au stade actuel, j'en suis aux conclusions, ça tombe bien. Au stade actuel, donc nous, on est en train de... Vous savez, un avis du CESE, c'est... Il y a un avant, c'est-à-dire l'avant, c'est la construction de la vie, et puis c'est le vote. Puis il y a un après. L'après, c'est comment on fait vivre les recommandations, comment on fait en sorte qu'elles ne restent pas dans la vie, mais qu'elles entrent concrètement dans la vie VIE. Hein. Donc là, bon... Je ne vous cache pas qu'on a beaucoup de rencontres avec beaucoup d'interlocuteurs. On a un plan de travail sur plusieurs mois avec Jean-François Pillard là-dessus. On a déjà vu Pénicaud, on a vu le rapporteur de l'Assemblée qui va être chargé de piloter le travail de l'Assemblée sur les ordonnances. On rencontre évidemment beaucoup de monde. On va au ministère de la Justice là prochainement, etc. Mais effectivement, il y a tout un travail qui porte beaucoup plus large, évidemment, puisque, encore une fois, les ordonnances, c'est le Code du travail, et on voit bien que le sujet discrimination syndicale est un sujet beaucoup plus large. Voilà, merci de votre attention.